J'ai écrit un nouvel article pour New Eastern Outlook. Il s'intitule « Réunion Trump-Europe-Ukraine, promotion de la division du travail et de la planification stratégique ». Je sais que certains en ont probablement assez de me voir répéter cela sans cesse, mais c'est la vérité. Quelle que soit la rapidité avec laquelle la rhétorique et le discours à Washington évoluent, l'agenda américain sous-jacent reste inchangé. Rien ne prouve que les États-Unis changent véritablement de cap en matière de politique étrangère, que ce soit concernant la guerre en Ukraine qu'ils mènent par procuration contre la Russie ou quoi que ce soit d'autre concernant la géopolitique américaine ailleurs dans le monde. Comme toujours, je vais lire cet article. J'ajouterai des informations complémentaires si nécessaire et je vous montrerai tous les articles que j'ai cités lors de la rédaction. Commençons donc par la récente rencontre entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine en Alaska. J'ai déjà réalisé une vidéo à ce sujet. Je mettrai le lien dans la description ci-dessous. Suite à la récente rencontre entre les dirigeants européens, le président ukrainien et le président Trump à Washington, une politique américaine prévisible a commencé à prendre forme. C'est d'une évidence douloureuse. Tout ce qu'ils ont suggéré de proposer à Washington cette semaine correspond à ce que le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a exposé en février dernier. Oui, je vais le répéter. Voici le discours d'ouverture du secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, prononcé le 12 février 2025 devant le groupe de contact pour la défense de l'Ukraine. Il a annoncé publiquement au monde entier, sur le site officiel du ministère de la Défense, le plan, ce que les États-Unis vont faire. Il s'agit essentiellement de Minsk 3.0. Il s'agit du gel du conflit. Il s'agit du déploiement de troupes occidentales en Ukraine pour empêcher toute reprise du conflit. Peu importe à quel point la Russie est mécontente de la trahison américaine de tout accord conclu avec elle, aussi grave soit-elle, elle créera une situation où elle espère que la Russie ne pourra pas relancer les hostilités. Elle se tournera vers la Chine. Il le dit pendant son discours, puis, une fois la Chine terminée, il reviendra plus tard et traitera de la Russie. Il vise la primauté américaine sur la planète entière. Ils ne sont intéressés ni par le partenariat, ni par la coopération, ni par une collaboration constructive, rien de tout cela. Ils ne l'ont jamais été. Ils ne le sont pas maintenant, et ils ne le seront pas dans un avenir proche. Ainsi, comme l'a déclaré dès février dernier le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, s'adressant aux dirigeants européens lors du groupe de contact pour la défense de l'Ukraine, l'Europe a été chargée de prendre le relais de la guerre par procuration de Washington contre la Russie en Ukraine en augmentant les dépenses de l'OTAN, la production d'armes et le transfert de soutien matériel à l'Ukraine, permettant ainsi aux États-Unis de se tourner vers la région Asie-Pacifique, en donnant la priorité à l'endiguement de la Chine dans cette région. Toute garantie de sécurité doit être soutenue par des troupes européennes et non européennes compétentes. Si ces troupes sont déployées en tant que force de maintien de la paix en Ukraine, elles doivent l'être dans le cadre d'une mission hors OTAN et ne doivent pas être couvertes par l'article 5. Dans ce contexte, l'Europe doit fournir la majeure partie de l'aide future, létale et non létale, à l'Ukraine. Les membres de ce groupe de contact doivent être à la hauteur. Cela implique de donner davantage de munitions et d'équipements, de tirer parti des avantages comparatifs, de développer leurs bases industrielles de défense et, surtout, d'être transparents avec leurs citoyens quant à la menace qui pèse sur l'Europe. Il s'agit notamment de parler franchement à leurs concitoyens de la nécessité de réduire cette menace en investissant davantage dans la défense. 2% ne suffisent pas. Le président Trump a réclamé 5%. Et je suis d'accord. Nous sommes également confrontés à un concurrent de taille, la Chine communiste, qui a la capacité et l'intention de menacer notre patrie et nos intérêts nationaux fondamentaux en Indo-Pacifique. Les États-Unis accordent la priorité à la dissuasion d'une guerre contre la Chine dans le Pacifique, reconnaissant la réalité de la pénurie et effectuant des arbitrages en matière de ressources pour garantir l'efficacité de la dissuasion. Alors que les États-Unis accordent la priorité à ces menaces, leurs alliés européens doivent prendre les devants.
Ensemble, nous pouvons établir une répartition des tâches qui optimise nos avantages comparatifs en Europe et dans le Pacifique, respectivement. Le secrétaire Hegseth a clairement indiqué que le conflit serait gelé, et non terminé. Il a affirmé qu'il serait terminé, mais il décrivait le gel du conflit et le transfert de troupes européennes et non européennes, mais pas américaines, en Ukraine pour garantir ce gel, suivi d'une réorganisation et d'une reconstruction des forces armées ukrainiennes par l'Europe. Il a déclaré tout cela en février, puis, lors de leur dernière réunion à Washington, les dirigeants européens, le président ukrainien et le président Trump, ont répété ces propos presque mot pour mot. Il y a eu également des interviews post-mandat avec des personnalités comme le secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui a également répété ces mêmes propos presque mot pour mot. Avant de poursuivre, je vais vous montrer cet extrait d'une interview du secrétaire d'État américain Marco Rubio sur Fox News. Le secrétaire Rubio répète exactement la même justification pour l'expansion de l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie, qui a déclenché ce conflit. Écoutons-nous. Ces pays européens, dont certains sont membres de l'OTAN, sont-ils prêts à déployer des troupes en Ukraine pour consolider cet accord de paix? Cela ferait-il de l'Ukraine un allié de l'OTAN? Eh bien, ce qui est envisagé, c'est que tout pays souverain a le droit de conclure des alliances de sécurité avec d'autres pays. Et ce n'est pas seulement l'OTAN. Nous avons des alliances avec la Corée du Sud, avec le Japon, et d'autres pays entre eux. Je pense donc que tout le monde reconnaîtra, y compris, d'ailleurs pour la première fois, la partie russe, sous la pression ou la suggestion du président Trump, qu'une Ukraine post-conflit a le droit de conclure des accords de sécurité avec d'autres pays. Nous travaillerons avec nos alliés européens et les pays non européens pour mettre en place une telle garantie de sécurité. Nous y travaillons actuellement. Nous continuerons à travailler là-dessus, et ce sera un élément qui devra être mis en place après un accord de paix, afin que l'Ukraine puisse aller de l'avant en toute sécurité. Cette idée que toute nation est autorisée à rejoindre l'alliance de sécurité de son choix, sans que personne d'autre n'ait son mot à dire. Et quand il dit cela, il veut dire que la Russie n'a pas son mot à dire. Il ne fait que répéter l'état d'esprit et le programme qui ont déclenché cette guerre. Donc, non, l'administration Trump et les néoconservateurs qui la soutiennent n'ont aucune intention de rechercher une quelconque paix réelle avec la Russie. Ils veulent geler le conflit parce qu'il est en train de s'effondrer. Ils veulent le geler. Ils veulent y maintenir la Russie. Ils veulent se tourner vers la Chine. Ils veulent se tourner vers d'autres nations, les affronter, les contenir, les faire reculer, et ils reviendront sur ce conflit plus tard, comme ils l'ont fait avec succès avec la Syrie. J'ajouterai, et j'ai déjà écrit à ce sujet dans cet article, comme l'a expliqué le secrétaire Hegseth, la réalité de la pénurie empêche les États-Unis, et c'est ce qu'il a littéralement déclaré lors de son discours. Cette réalité empêche les États-Unis de s'engager directement et pleinement dans deux conflits entre grandes puissances, la Russie et la Chine, simultanément, ce qui nécessiterait le gel de l'un des conflits pendant que les États-Unis poursuivraient l'autre. C'était l'essence même de ce que le secrétaire Hegseth avait exposé en février, et c'est ce que les États-Unis tentent toujours d'atteindre actuellement. Que la Russie les autorise ou non est une autre histoire. Veuillez ne pas confondre les deux. Expliquer ce que les États-Unis veulent faire ne signifie pas que la Russie l'acceptera. Cela reste à voir. D'ailleurs, juste après ou à peu près au moment de cette réunion à Washington, le ministère russe des Affaires étrangères a exclu tout scénario de déploiement de troupes de l'OTAN en Ukraine. Nous entendons donc cela sans cesse. Le secrétaire Hegseth l'a dit en février. Tout le monde l'a répété lors de cette réunion à Washington, et la Russie dit non, que c'est inacceptable. Nous ne l'accepterons pas. Cela nous donne un aperçu des lignes rouges que la Russie trace, ou de leur nature. Le simple fait que les États-Unis cherchent à affronter la Chine en Asie-Pacifique, de la même manière qu'ils ont affronté la Russie en Ukraine, démontre un manque total d'intérêt pour une paix réelle avec l'une ou l'autre nation, voire avec aucune autre. Les États-Unis pensent que s'ils parviennent à contenir la Chine plus tôt, ils pourront ensuite affronter et contenir la Russie. On ne semble pas le comprendre.
Il parle comme si le président Trump souhaitait sincèrement la paix avec la Russie, même s'il admet qu'il conclut l'affaire en Ukraine pour poursuivre le même type de conflit avec la Chine en Asie-Pacifique. Une nation qui aspire réellement à la paix ne cherche pas un conflit non provoqué ailleurs dans le monde, à l'autre bout du monde. Le séquençage stratégique n'est pas un terme que j'ai inventé. C'est un terme qui apparaît dans les documents de politique générale associés aux intérêts particuliers qui guident la politique étrangère américaine, et plus particulièrement l'administration Trump. L'initiative Marathon est une filiale de ces think tanks, bien plus important. Elle est spécifiquement conçue pour copier-coller la politique néoconservatrice mondialiste dominante, si l'on peut dire. Copier-coller dans l'administration Trump, puis la vendre sous le nom de MAGA ou America First. Ce texte a été publié en 2024. Il est signé Wa Mitchell, un ancien responsable de l'administration Trump. Et voici ce qu'il dit. L'idée du séquençage consiste simplement à concentrer les ressources contre un adversaire afin d'affaiblir ses forces perturbatrices avant de se tourner vers un autre, soit pour le dissuader, soit pour le vaincre. C'est ce que font les États-Unis. C'est l'essentiel de ce que le secrétaire Hegseth a exposé en février. Et c'est ce que les États-Unis tentent de faire. Mettre un terme au conflit ukrainien pour l'instant. Le geler, pas le terminer. Traiter avec la Chine. Revenir plus tard et traiter avec la Russie. C'est ce qu'ils ont fait tout au long de la guerre froide. Ils se sont heurtés à un mur. Ils ont planté une épingle et ont poursuivi, dirigé et détourné leurs ressources ailleurs pour poursuivre le même programme singulier, la primauté mondiale. Poursuivre la primauté mondiale. Mitchell a également utilisé le terme « division du travail » à propos des alliés des États-Unis en Europe et en Inde, une expression que le secrétaire Hegseth a reprise mot pour mot à Bruxelles plus tôt cette année. Ce document a été publié en 2024 et le secrétaire Hegseth en a repris presque mot pour mot des passages entiers plus tôt cette année, en 2025. Voilà comment cela fonctionne. Le secrétaire Hegseth, le président Trump, ils n'inventent pas cela. Ils reçoivent simplement ces documents et répètent leur contenu au public et aux États clients des États-Unis, à leurs dirigeants, pour qu'ils les mettent ensuite en œuvre. Les principes fondamentaux, la quête de confidentialité de l'Amérique. Les principes fondamentaux sont si importants lorsque vous abordez un sujet, que vous recherchez et essayez de comprendre, il est essentiel de clarifier d'abord ces principes fondamentaux. Il faut comprendre la réalité fondamentale de ce dont vous parlez, puis construire à partir de là. Ceux qui cherchent à comprendre ce que fait précisément l'administration Trump en ce moment oublient que les États-Unis ont derrière eux plus d'un siècle de continuité politique. L'administration Trump elle-même a ouvertement poursuivi cette continuité politique durant son premier mandat et, depuis quelques mois, elle le fait encore. Ils séparent cette réalité fondamentale de leur tentative d'analyser le discours du jour du président Trump à la tribune ou sur Truth Social. Parlons donc des fondamentaux. Comprenons les fondamentaux de la politique géopolitique américaine afin de comprendre la signification réelle de toute cette rhétorique dans le contexte de ces réalités fondamentales. À la fin de la guerre froide, comme le rapportait le New York Times dans son article de 1992, il existe de très nombreux articles de ce type. Ce n'est pas le seul, mais pour moi, c'est simplement plus facile à partager, à lire et à comprendre. On pourrait éplucher une multitude de documents politiques et d'articles qui répètent tout cela. Ceci est l'un des exemples les plus pratiques et concis que je puisse citer et inclure dans mes recherches pour le public. Donc, à la fin de la guerre froide, le New York Times, dans son article de 1992, appelait à garantir l'absence de rivaux. Tel était le plan en 1992. Tel était le plan après la Seconde Guerre mondiale. Tel est le plan actuel. Le président Trump qualifiait les « BRICS » de menaces. En effet, le seul objectif des États-Unis est la primauté et la garantie de l'absence de rivaux, y compris les « BRICS » en tant qu'alliance et les membres des BRICS individuellement.
L'OEA cherchait à créer, et je cite directement l'article du New York Times, un monde dominé par une superpuissance dont la position pourrait être maintenue par un comportement constructif et une puissance militaire suffisante pour dissuader toute nation ou groupe de nations de remettre en cause la primauté américaine. Il parle littéralement de « primauté américaine ». Tel était l'objectif à l'époque. Tel est l'objectif aujourd'hui. Cela n'a pas changé. Le fait que le secrétaire d'État Marco Rubio reconnaisse l'existence d'un monde ou d'une réalité multipolaire ne signifie pas que les États-Unis l'acceptent ou souhaitent y participer. Il s'agit simplement de reconnaître l'existence d'un obstacle à la primauté américaine. Un article de 1992 mentionne même l'existence d'un multipolarisme que les États-Unis rejettent et que leur politique cherche à surmonter. Il précise également que le même article souligne le rejet par Washington de ce qu'il appelait à l'époque l'internationalisme collectif, aujourd'hui appelé multipolarisme. Il s'agit simplement d'un terme différent, mais qui signifie exactement la même chose. Les ambitions américaines de contenir la Russie et la Chine, tant dans les années 1990 qu'aujourd'hui, ne sont pas des préoccupations légitimes de sécurité nationale. Les États-Unis affirment toujours que ces nations constituent une menace pour nous et nos intérêts. Et lorsqu'ils parlent de nos intérêts, ils désignent des choses qui existent hors des frontières américaines, souvent à l'intérieur des frontières d'autres nations. Voilà donc ce que je dis. Ils sont donc déterminés à contenir ces nations pour préserver les intérêts américains à l'étranger, à l'intérieur et le long des frontières des deux pays, la Russie et la Chine, d'une manière que les États-Unis eux-mêmes ne toléreraient jamais qu'une autre nation leur fasse subir. Ce que les États-Unis font au reste du monde, ils ne toléreraient jamais qu'une autre nation le leur fasse. C'est ainsi que vous connaissez les États-Unis eux-mêmes, ces intérêts particuliers savent qu'ils font quelque chose de mal. Ils s'en moquent. Pour eux, c'est la loi du plus fort qui prime. C'est donc un principe fondamental sur lequel il faut s'appuyer. Les États-Unis poursuivent toujours leur primauté. Tout découle de là. Si vous imaginez des développements hallucinants à la Maison-Blanche, à Washington, à Bruxelles, à Londres, où ils œuvrent en quelque sorte à l'encontre de la primauté américaine, alors vous avez déraillé. Vous êtes dans les détails, vous êtes perdu. Il faut revenir en arrière. Il faut examiner les principes fondamentaux, la réalité fondamentale. Tout le reste se construit par-dessus, et il faut tout recommencer et voir où cela mène réellement. S'il affirme vouloir coopérer avec la Russie, nous l'avons déjà entendu. Les États-Unis souhaitent coopérer avec la Russie. Ils souhaitent repenser leurs relations avec ce pays. Quand ils disent ces choses, ils ne les pensent pas vraiment. Évidemment, ils les disent simplement. C'est de la rhétorique. C'est de la propagande. C'est de la gestion de l'image. J'y reviendrai dans un instant. Parlons des réalités fondamentales. Les principes fondamentaux concernant spécifiquement le conflit en Ukraine. L'Ukraine est la guerre des États-Unis, et uniquement la leur. Ils ont poussé tous ces autres pays à servir leur guerre par procuration contre la Russie en Ukraine. Ces autres pays n'en tirent aucun bénéfice. Si ces pays aident les États-Unis dans cette guerre par procuration contre la Russie et l'Ukraine, c'est parce que les États-Unis y ont installé des régimes clients. Et dans le cas de l'Europe, l'Union européenne agit comme une bureaucratie de second plan qui étouffe la souveraineté indépendante de chaque État membre de l'Union européenne. Ces gens travaillent pour les intérêts de Washington aux dépens de l'Europe. Ils ne pensent pas aux intérêts de l'Europe. Ils ne servent pas les intérêts de l'Europe. Ils ne poursuivent pas les intérêts de l'Europe. Au contraire, ils piétinent, enterrent et détruisent ses intérêts. Concernant la guerre en Ukraine, malgré les récents commentaires de l'administration Trump la qualifiant de guerre de Biden, ou affirmant, et c'est ce qu'a déclaré le président Trump récemment à l'occasion de sa rencontre à Washington, que le président ukrainien Zelensky pourrait mettre fin à la guerre avec la Russie presque immédiatement. Comment le pourrait-il? Il ne contrôle rien. Il ne contrôle rien. Il ne le peut pas. Le président Trump, les États-Unis le pourraient, car c'est leur guerre. Ils l'ont déclenchée. Ils la perpétuent. Ils peuvent l'arrêter à tout moment s'ils le souhaitent. Ils ne le font pas parce qu'ils ne le veulent pas. Cette guerre est en réalité le produit de la politique étrangère américaine qui s'est étendue à plusieurs administrations présidentielles, y compris au premier mandat du président Trump.
Et bien sûr, nous le savons, car le président Trump a été le premier président américain à commencer publiquement à armer l'Ukraine, sachant pertinemment qu'en armant l'Ukraine, il créerait une menace croissante pour la sécurité nationale de la Russie, juste à sa frontière. Et le président Trump s'en vante encore aujourd'hui, même si certains de ses partisans prétendent qu'il a été mal conseillé. Il ignorait qui était John Bolton ou Mike Pompeo. Il a été piégé dans ses politiques, mais encore aujourd'hui, il s'en vante. Alors, soit il ne devrait pas être président parce qu'il est incapable de penser de manière indépendante et cohérente, soit il vous ment. L'un ou l'autre. Je vous laisse deviner. Les États-Unis commandent actuellement les forces armées ukrainiennes. Oui, le président Zelensky n'est pas le commandant en chef des forces armées ukrainiennes. Les généraux ukrainiens ne commandent pas les forces armées ukrainiennes. Ça ne marche pas comme ça en Ukraine. Le partenariat, l'histoire secrète de la guerre en Ukraine. C'est l'histoire méconnue du rôle caché des États-Unis dans les opérations militaires ukrainiennes contre les armées d'intervention russes. On parle d'une base militaire en Allemagne où des commandants américains, et non des officiers ukrainiens, prennent toutes les décisions, de la planification stratégique à l'échelle du théâtre d'opération jusqu'au choix des cibles individuelles sur le champ de bataille et à leur frappe avec des armes américaines et européennes transférées en Ukraine. Les forces armées ukrainiennes sont inférieures à celles des États-Unis dans la chaîne de commandement par laquelle cette guerre est menée contre la Russie en Ukraine. Depuis 2014, la CIA américaine prend le contrôle et dirige les services de renseignement ukrainiens. Le New York Times a également rapporté cet article de 2024, intitulé « The Spy War », qui expliquait comment la CIA avait secrètement aidé l'Ukraine à combattre Poutine pendant plus de 10 ans. Ce n'était donc pas depuis le lancement de l'opération militaire spéciale russe, mais depuis le renversement du gouvernement ukrainien élu par les États-Unis en 2014. Les États-Unis ont noué avec l'Ukraine un partenariat secret en matière de renseignement, désormais essentiel pour les deux pays dans leur lutte contre la Russie. La CIA dirige, contrôle, forme et prépare toutes les activités des agences de renseignement ukrainiennes. On y apprend que la CIA dispose d'un réseau de bases dans toute l'Ukraine, y compris le long de la frontière entre l'Ukraine et la Russie. C'est le New York Times qui reconnaît tout cela, citant des responsables du gouvernement américain qui l'admettent, et tout cela est évident. Vous pouvez constater que c'est ce qui se passe. L'Ukraine se voit attribuer la responsabilité d'opérations militaires et de renseignement. De toute évidence, seuls les États-Unis sont en mesure de les mener. Ainsi, le conflit en Ukraine ne pourra prendre fin que lorsque les États-Unis le décideront ou y seront contraints par la Russie. Ce sont les deux seules options. Quiconque prétend le contraire ne comprend pas, ou ne veut pas que vous compreniez. Comprendre ces principes fondamentaux de la politique étrangère américaine concernant le conflit en Ukraine est essentiel pour déjouer la propagande que les États-Unis et leurs États clients utilisent actuellement pour tenter de diviser le travail et de planifier leur stratégie. C'est leur objectif. Ils l'ont déclaré publiquement. Ils doivent le mettre en œuvre et ils utilisent toutes sortes de rhétorique, de propagande et de théâtre pour y parvenir, de la manière qu'ils jugent nécessaire. Mais c'est l'objectif, car ce sont les principes fondamentaux. Premièrement, les États-Unis visent la primauté mondiale. Deuxièmement, la guerre en Ukraine a été déclenchée par les États-Unis. Ce conflit est perpétué par les États-Unis et ne prendra fin que lorsqu'ils décideront d'y mettre fin ou que la Russie les y forcera. Ils ne parviendront pas à un compromis avec la Russie, car, encore une fois, à la base même de tout cela, sur lequel nous construisons tout le reste, les États-Unis recherchent toujours la primauté, et faire cette concession à la Russie irait à l'encontre de cette volonté. C'est pourquoi ils ne le feront jamais. Continuité du programme sous Trump, je ne m'en prends pas personnellement au président Trump. Il est président actuel des États-Unis. Je vais donc m'en prendre à lui comme tel. Tout comme je m'en suis pris au président Biden pendant 4 années consécutives, au président Obama pendant 8 années consécutives et au président George Bush Jr. Je les ai tous attaqués. C'est la continuité du programme. Il contribue à perpétuer tout cela.
Et je ne vais leur accorder aucun sauf-conduit. Les gens qui s'intéressent à mon travail en ce moment jugent que je m'en prends à Trump, alors je dois être démocrate et soutenir les démocrates. Ils ont 4 ans de mandat pour démontrer le contraire. Depuis son arrivée au pouvoir, l'administration Trump a perpétué sans exception tous les conflits et confrontations hérités de la précédente administration Biden, dans sa quête de suprématie mondiale, y compris la guerre par procuration menée par les États-Unis contre la Russie en Ukraine, la confrontation avec l'Iran, qui a ensuite dégénéré en guerre ouverte en juin dernier, et l'expansion continue de l'empreinte militaire américaine dans la région Asie-Pacifique, le long de la périphérie, la Chine et même à l'intérieur de ses frontières, sur l'île de Taïwan. On observe que Trump est sérieux dans sa volonté d'affronter la Chine. Mais tout ce qu'il fait s'appuie sur ce que l'administration Biden a mis en place pendant 4 années consécutives, la reconfiguration de l'armée américaine pour combattre spécifiquement la Chine, la reconfiguration du corps des marines américains lui-même pour interdire la navigation maritime. C'est une stratégie fondamentale sur laquelle les États-Unis s'appuient pour déclencher cette confrontation avec la Chine et tout conflit qui pourrait en résulter. De nombreuses autres stratégies doctrinales et systèmes d'armes étaient en préparation sous la présidence Biden, l'administration Trump précédente et les 8 années d'Obama. Le pivot vers l'Asie a été annoncé sous l'administration Obama et s'est progressivement renforcé depuis, atteignant désormais une masse critique. La politique américaine vis-à-vis de la Russie est décrite en détail dans un document de la RAND Corporation de 2019 intitulé « Extending Russia Competing from Advantageous Ground ». Vous en avez probablement assez de me voir vous le montrer, mais voici le plan. C'est un modèle que les États-Unis utilisent pour orienter leur politique vis-à-vis de la Russie. Et tout ce que vous voyez ici est essentiellement le même plan que celui utilisé par les États-Unis contre des nations du monde entier, l'Iran, la Chine. J'ai déjà montré des documents d'orientation similaires, mais spécifiquement consacrés à la Chine ou à l'Iran. Quiconque examine objectivement ces mesures constatera qu'il s'agit de mesures prises par les États-Unis. On m'a dit, Brian, la RAND Corporation publie des documents qui, de toute évidence, ne sont pas mis en œuvre. Il faut comprendre ce qu'est un think tank et comment ça fonctionne. Un think tank publie un document comme celui-ci, que vous pouvez constater par vous-même. Voilà donc un modèle que les États-Unis utilisent. Il ne s'agit pas vraiment du plan directeur. Il décrit le consensus déjà atteint au sein des groupes d'intérêt qui animent la politique étrangère et intérieure des États-Unis. D'autres documents d'orientation ne sont que du travail de bureau. Certains sont rédigés spécifiquement pour que les médias occidentaux les reprennent, dans le cadre de la gestion de la perception. Il faut examiner l'origine et le sujet du document pour déterminer s'il s'agit d'un plan directeur, d'un brainstorming ou d'une simple propagande. Les raisons pour lesquelles les think tanks publient des documents sont multiples, et il ne s'agit pas toujours d'un plan directeur. Cela demande du discernement, et c'est ce que j'essaie de partager avec le public. J'ai essayé d'expliquer pourquoi celui-ci est un plan directeur et pourquoi un autre document pourrait ne pas l'être. Ce n'est donc pas un « gotcha » du genre « j'ai trouvé un document de la RAND Corporation qui n'est pas mis en œuvre ». C'est comme entrer dans le bureau d'un ingénieur avec des gribouillis sur une serviette en papier sur un projet qu'il n'a jamais construit, et une pile de papier jusqu'au plafond sur un centre commercial qu'il est déjà en train de construire. L'un est un plan, l'autre une réflexion. Faites preuve de discernement pour distinguer les deux. Parlons donc du document de la RAND Corporation, intitulé « Extension de la Russie ». Ce document énumère des mesures économiques, notamment l'entrave aux exportations de pétrole, ce qu'elle a fait et continue de faire, la réduction des exportations de gaz naturel et l'entrave à l'expansion des pipelines, ce qu'elle a fait et continue de faire. Dans ce cadre, elle a littéralement fait exploser les pipelines Nord Stream et imposé des sanctions. Elle l'a fait. Elle le fait. L'administration Trump elle-même menace d'imposer de nouvelles sanctions, y compris des sanctions secondaires, des mesures déjà appliquées par les États-Unis au moment de la publication du document et depuis, y compris sous la première administration Trump, l'administration Biden qui a suivi, et maintenant pendant le second mandat du président Trump. Les mesures géopolitiques énumérées dans le document de la RAND incluent l'apport d'une aide létale à l'Ukraine, que je viens de vous montrer et qui a commencé sous la première administration Trump, le renforcement du soutien aux rebelles syriens, qui s'est manifesté à la fin de l'année dernière par le renversement réussi du gouvernement syrien par les États-Unis, et la promotion d'un changement de régime à Belarus, que la Russie a jusqu'à présent neutralisé. J'ai trouvé cela intéressant.
Chatham House, un autre groupe de réflexion occidentale, basé au Royaume-Uni. Pourquoi la révolution de Biélorussie est-elle au point mort? Ils se plaignent de l'échec de leur tentative de changement de régime à Biélorusse, comme en Ukraine, et cherchent des solutions pour relancer la situation. La Russie a vu ce qui est arrivé à l'Ukraine en 2014 et a pris des mesures drastiques pour empêcher que cela n'arrive au Bélarus. Souvenez-vous, début 2022, avant le début de l'opération militaire spéciale, la Russie a déployé des troupes au Kazakhstan pour empêcher le changement de régime américain et stabiliser le pays. Ces troupes sont ensuite revenues et l'opération militaire spéciale a été lancée le mois suivant. Les Russes ont donc réussi à neutraliser ce phénomène. Il existe également des tensions dans le Caucase du Sud, qui se manifestent actuellement sous l'administration Trump, sous la forme d'un bail territorial de 99 ans, qui pourrait placer des troupes américaines le long des frontières entre la Russie et l'Iran. J'ai un article du Guardian qui parle des pertes que l'Iran et la Russie pourraient subir dans le cadre de l'accord américain avec l'Azerbaïdjan et l'Arménie. L'administration Trump continue de cocher les cases de son document de réintégration de 2019. Elle fait tout cela alors même qu'elle prétend rechercher la paix en Ukraine. Elle ne recherche pas la paix. Elle recherche une pause. Elle exerce une pression sur la Russie partout ailleurs. Elle va tenter d'organiser cette pause en Ukraine de manière à ce qu'elle ne libère pas de ressources russes importantes. Elle veut maintenir la Russie sous contrôle pendant qu'elle démembre ses alliés, l'isole davantage, puis revient la démanteler en dernier. Ensemble, ces politiques représentent une tentative constante des États-Unis d'encercler, de contenir, de saper et d'étendre la Fédération de Russie, cherchant à précipiter un effondrement à la soviétique, alors même que les États-Unis se montrent favorables à une paix avec la Russie en Ukraine, ce qui correspond essentiellement à ce que je viens de dire. Et les exemples sont nombreux, comme par le passé. J'ai réalisé des vidéos entières où j'ai évoqué le cycle de confrontation entre les États-Unis et la Russie. Ils se heurtent à un mur, proposent la paix, une pause ou une remise à zéro, concluent toutes sortes d'accords, puis les rompent et recommencent tout le processus. C'est ce qu'ils ont fait tout au long des relations entre l'Union soviétique et la Fédération de Russie, sans exception. Il n'y a pas une seule exception à tout cela. Quels que soient les revers et les limites, tant que les États-Unis poursuivent leur primauté, tant que c'est leur objectif principal sur les nations du monde plutôt que de coopérer de manière constructive avec elles, toute ouverture américaine en faveur de la paix avec des nations qui l'ont qualifiée d'adversaires et de menaces représente un schéma établi de pause, de réorganisation, de réarmement et de reprise des hostilités. Il ne s'agit pas d'un véritable changement de politique. Encore une fois, l'administration Trump a agi de la sorte avec d'autres pays au cours des 8 derniers mois, et elle continue de le faire avec la Russie. L'exemple le plus récent est la guerre de changement de régime menée par les États-Unis en Syrie. Suite à l'intervention russe en 2015, les guerres ont été interrompues. Les États-Unis ont profité de cette pause pour réarmer et réorganiser leurs alliés en Syrie et dans ses environs, tandis que les alliés de la Syrie, la Russie et l'Iran, étaient entraînés dans une série de conflits coûteux ailleurs. Une fois la Russie et l'Iran suffisamment débordés, les États-Unis ont relancé les combats fin 2024, renversant rapidement et avec succès le gouvernement syrien. Puis le président Trump est arrivé au pouvoir et a serré la main des terroristes. Les États-Unis l'ont installé au pouvoir et son administration a radié Al-Qaïda en Syrie de la liste des organisations terroristes afin de pouvoir la soutenir plus ouvertement et, dans une plus large mesure, utiliser la Syrie comme tremplin pour achever de brûler le reste de la région, isolant davantage l'Iran et espérant, à terme, renverser le gouvernement iranien. Et bien sûr, les États-Unis ont déjà mené une guerre directe contre l'Iran sous l'administration Trump. L'effondrement de la Syrie a été suivi d'opérations militaires américano-israéliennes menées contre l'Iran lui-même, combinées à une campagne toujours en cours visant à éliminer ce qui reste des alliés de l'Iran au Liban, en Irak et au Yémen. Et encore une fois, un autre document politique de la Brookings Institution, datant de 2009 disait « Il faut d'abord éliminer la Syrie avant de déclencher une guerre contre l'Iran, en raison de l'espace aérien et des réalités d'une campagne aérienne contre l'Iran. Il faut un corridor aérien. Détruisez la Syrie, utilisez-la comme corridor aérien pour attaquer l'Iran. » C'était en 2009, il y a plus de 16 ans, et c'est textuellement ce qu'ils ont fait à la toute fin de l'administration Biden et au cours des 6 premiers mois de l'administration Trump. Ceux qui rejettent ces documents politiques le font donc à leurs propres dépens.
Une pause dans la guerre par procuration de Washington contre la Russie et l'Ukraine ne fera que déplacer les efforts américains ailleurs. Comme l'a déclaré le secrétaire Hegseth en février, nous devons interrompre cette guerre, car nous devons s'aimer la mort, la destruction et la déstabilisation ailleurs. Nous y reviendrons plus tard. Comme l'a expliqué le secrétaire Hegseth en février, toute pause s'accompagnerait de troupes européennes, et non européennes, mais pas de troupes américaines occupant l'Ukraine, comme les États-Unis et la Turquie ont occupé la Syrie. Elle inclurait également le réarmement et la réorganisation de l'armée ukrainienne, comme cela vient d'être mentionné lors de cette réunion à Washington. Trump a promis des garanties de sécurité à l'Ukraine. Voici à quoi elle pourrait ressembler. Et tout au long de cet article, il parle de milliards et de milliards de dollars d'armes pour reconstruire, réarmer et réorganiser les forces armées ukrainiennes, ce qu'ils ont fait. C'est à cela qu'ils se servent de Minsk 1 et 2. Et c'est ce qu'ils se préparent ouvertement à faire. Encore une fois, c'est pourquoi il s'agit de Minsk 3.0. Même s'ils jurent le contraire, bien sûr qu'ils mentent. Évidemment. Et cela a été mentionné spécifiquement lors de la récente réunion américano-européenne et ukrainienne à Washington, et lors de la reprise des hostilités ultérieures, lorsque les circonstances ont penché en sa faveur. Tout comme en Syrie, cette guerre a été gelée pendant des années et, dès que les États-Unis en ont eu l'occasion, ils l'ont relancée, provoquant l'effondrement de l'État-nation syrien tout entier. Il n'existe plus de véritable État-nation. C'est non seulement ce qu'impliquent les déclarations de le secrétaire Hegseth concernant la division du travail et le séquençage stratégique, mais c'est aussi ce que les États-Unis ont fait tout au long de la guerre froide et depuis. Sous l'administration Bush Jr., cet article reconnaît à nouveau explicitement l'implication du gouvernement américain dans le renversement de plusieurs nations d'Europe de l'Est et du Caucase, en 2004. Ils ont tenté de renverser la Biélorussie. Ils ont réussi à renverser la Serbie. Ils ont réussi à renverser la Géorgie en 2003. En 2004, ils ont tenté, sans succès, de renverser le gouvernement ukrainien. Mais ils ont bien sûr réussi en 2014. Ils ont admis que les États-Unis étaient à l'origine de cette tentative. Il a été admis que les États-Unis cherchaient à instaurer des changements de régime dans plusieurs pays d'Europe de l'Est, ainsi qu'en Géorgie et dans la région du Caucase. En 2003, les États-Unis ont renversé le gouvernement géorgien, tout comme ils l'ont fait pour le gouvernement ukrainien en 2014. Tout comme en Ukraine. Les États-Unis ont commencé à réorganiser et à renforcer l'armée géorgienne. Et en 2008, comme l'a conclu l'enquête de l'UE, la Géorgie a déclaré la guerre à la Russie. L'UE a conclu et c'était là sa conclusion, ils ont déclaré la guerre à la Russie. Les États-Unis le leur ont ordonné. Ils ont déclaré la guerre à la Russie. Ils ont perdu la guerre. Les États-Unis se sont heurtés à un mur. Ils voulaient savoir si la Russie réagirait militairement et dans quelle mesure. Et la Russie a réagi militairement, et dans une large mesure. Ils se sont donc heurtés à un mur et ont dû redéfinir leurs relations avec la Russie afin de regagner du temps et de l'espace pour tendre le prochain piège, la prochaine provocation. L'année suivante, sous l'administration Obama, les États-Unis ont cherché à repartir à zéro. Il s'agit ici de Radio Free Europe, Radio Liberty, financée par le gouvernement américain. Le site web est toujours en ligne, malgré la croyance répandue qu'il a été démantelé et privé de financement. Après avoir rencontré le ministre russe des Affaires étrangères, Clinton a salué un nouveau départ. Ils avaient un véritable bouton de « reset », réinitialisation, que le secrétaire d'État de l'époque, Hillary Clinton, a remis au ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Il souriait tout, et la secrétaire Clinton parlait d'une nouvelle ère dans les relations américano-russes, tout comme l'administration Trump. C'est ce qu'ils font toujours. Ils recommencent. Il n'y a aucune preuve d'un intérêt réel pour la paix ou la coopération avec la Russie. Zéro. Aucun. Tout comme il n'y en avait pas lorsqu'Hillary Clinton, alors secrétaire d'État, a joué ce rôle en 2009. En réalité, les États-Unis cherchaient simplement le temps et l'espace pour préparer la prochaine série de propagande, ce qu'ils ont fait, notamment sous l'administration Obama, qui a joué ce rôle en 2009. Dans le cadre de cette réinitialisation, ils ont joué ce rôle, puis, à partir de 2011, ils ont divisé et détruit une grande partie du monde arabe, ce qu'a été le printemps arabe. Les États-Unis ont orchestré un changement de régime dans toute une région du monde, ciblant les alliés de la Russie, dont la Libye et la Syrie. La Libye et la Syrie sont désormais effacées en tant qu'État-nation fonctionnel. Le dirigeant libyen a été assassiné par des mandataires armés et soutenus par les États-Unis, et le dirigeant syrien s'est enfui en Russie.
Le renversement réussi du gouvernement ukrainien en 2014, mentionné précédemment, a également eu lieu sous les administrations Obama successives, ainsi que le pivot américain vers l'Asie, qui a débuté sous l'administration Obama et se poursuit encore aujourd'hui, sans interruption, quel que soit le pouvoir. Obama, Trump, Biden, peu importe. Tout continue dans une direction singulière, sans déviation. Seul change la rhétorique et les excuses pour justifier le statu quo. Non seulement les récentes politiques américaines semblent n'être que la dernière en date de ce cycle où l'on prétend rechercher la paix tout en préparant la prochaine série de confrontations. Les États-Unis ont pratiquement déclaré que le gel du conflit en Ukraine visait à leur donner le temps et l'espace nécessaires pour endiguer la Chine en priorité, ce qui implique qu'ils reviendront ensuite contrarier la Russie en Ukraine. Seul l'avenir nous dira dans quelle mesure la Russie s'accommodera ou perturbera les tentatives américaines de mettre en œuvre une division du travail concernant l'Ukraine afin de mettre en œuvre un processus de séquençage stratégique pour vaincre la Russie, la Chine et leurs alliés en détail. Cela signifie les combattre, les éliminer un par un plutôt que de les combattre tous simultanément. Et si le reste du monde multipolaire s'unira suffisamment pour aider la Russie ou se laissera diviser et distraire par des efforts américains similaires visant à perturber et déstabiliser leurs nations respectives. Les États-Unis imposent cela à toutes les nations, pas seulement à la Russie, à la Chine ou à l'Iran. Le calcul de la Russie reposera soit sur sa confiance dans la poursuite de l'opération militaire spéciale jusqu'à son terme, ce qui implique l'effondrement de l'armée ukrainienne et le démantèlement du régime client des États-Unis installé à Kiev depuis 2014, soit sur la nécessité d'accepter une pause que Moscou estime pouvoir exploiter plus efficacement que l'Occident et affronter les États-Unis et leurs alliés à l'avenir dans une position encore plus forte. Il faut garder à l'esprit que la Russie ne se contente pas d'observer la situation en Ukraine. Elle observe la pression américaine sur toute sa périphérie, mais aussi celle exercée sur tous ses alliés et partenaires. Un effort coordonné entre toutes ces nations est nécessaire, car les États-Unis les ciblent tout par leur propre action coordonnée. Il se peut que la Russie cherche à libérer des ressources pour son propre pivot, visant à aider des alliés comme l'Iran et la Chine, tandis que les États-Unis eux-mêmes se tournent vers l'Est. Cependant, contrairement aux États-Unis, la Russie ne dispose pas de la longue liste d'États clients qu'elle pourrait mobiliser pour gérer un conflit tout en se tournant vers l'autre, comme Washington le fait et le fait actuellement. C'est ce qu'elle fait. L'avenir du monde multipolaire dépend peut-être autant de l'aide apportée aux nations pour empêcher leur capture et leur exploitation politique par les États-Unis que de leur coopération pour se défendre contre l'empiétement, la coercition et la capture des États-Unis. D'accord, je parle constamment de la super-arme américaine la plus dangereuse de toutes. Ce n'est pas une arme militaire. C'est leur capacité à capturer politiquement un pays pour utiliser le National Endowment for Democracy, toujours existant, toujours financé, toujours utilisé par l'administration actuelle comme par toutes les administrations précédentes pour interférer dans les pays ciblés, construire un mouvement d'opposition et l'installer au pouvoir, court-circuitant les intérêts de ce pays, utilisant son contrôle de l'espace informationnel pour convaincre l'opinion publique que servir les intérêts américains et leurs propres intérêts. Même si, en réalité, cela mènera collectivement le pays au bord du gouffre, comme le fait actuellement l'Ukraine, comme l'ont fait de nombreux pays politiquement capturés puis utilisés par les États-Unis comme intermédiaires au fil des ans. Le test ultime pour la Russie et le monde multipolaire émergent ne réside pas seulement dans leur capacité à résister aux visées américaines dirigées contre chacun d'eux individuellement, mais aussi dans leur capacité à retourner cette stratégie contre Washington. Si la Russie parvient à conclure son opération militaire spéciale en Ukraine, de manière décisive tout en renforçant ses alliances avec des pays comme la Chine et l'Iran, elle peut rendre la division du travail inutile. De même, si la Chine parvient à profiter de cette période pour consolider son influence régionale et approfondir ses liens avec des nations extérieures à l'Occident collectif dans le monde multipolaire, les États-Unis verront leur pivot vers l'Asie-Pacifique bien moins efficace. Le paysage géopolitique actuel est une partie d'échecs géopolitiques aux enjeux élevés. Le monde multipolaire s'oppose au monde unipolaire dominé par les États-Unis. Et si les États-Unis croient pouvoir acculer leurs rivaux un par un échec et mat coordonné du monde multipolaire pourrait mettre fin à la partie pour de bon. Le succès signifie un monde défini par la paix, la stabilité et la prospérité dans un équilibre mondial des pouvoirs. Aucune nation ne domine les autres. L'échec signifie perdre notre avenir collectif.
peu importe où vous vivez. Si vous êtes aux États-Unis, vous sacrifiez votre avenir au profit de ces intérêts particuliers qui, depuis un siècle, ont démontré leur volonté de détruire un avenir collectif. Les Américains n'y gagnent rien. Ils en souffrent constamment, et de plus en plus. Ils sont parmi les premières victimes de l'Empire américain. Les États-Unis s'approprient les ressources nationales et les investissent dans l'empire spéculatif libéral, au lieu de les investir dans l'intérêt du peuple américain, qui se manifesterait par des infrastructures, l'éducation, la santé, le maintien d'un coût de la vie raisonnable et l'accès au logement. Autant de choses dont les Américains se plaignent sans cesse de manquer. Autant de choses pour lesquelles Trump a été élu président. Des choses qu'il ne corrige pas, qu'il refuse ouvertement de corriger, et qu'il aggrave même avec ses droits de douane. Et que sont ces droits de douane? On a dit à tout le monde que ces droits de douane visaient à réindustrialiser les États-Unis. Or, les États-Unis n'ont aucun plan pour réindustrialiser les États-Unis. Pour y parvenir, il faudrait lancer une vaste campagne de réorganisation de l'éducation et de l'industrie. Les États-Unis n'en parlent même pas. Les droits de douane servent à contraindre les nations étrangères, à préserver et à étendre l'hégémonie américaine à l'étranger, ce qui profite à une poignée d'intérêts particuliers aux États-Unis. Bien sûr, ces droits ne sont pas payés par les nations ciblées, pas directement. Ils ciblent le consommateur américain. Ce sont eux qui en sont les victimes. Ce sont eux qui paient la différence. Et le préjudice pour les nations ciblées réside dans le fait que leurs populations ne peuvent pas se permettre ces taxations. Elles doivent donc réduire leurs exportations, ce qui se traduit par une baisse de leurs revenus. C'est ainsi que tout cela fonctionne. Voilà l'objet de l'article. Voilà l'objet de l'article. Voilà où nous en sommes. Encore une fois, c'est très tentant. Car cette rhétorique est faite spécifiquement pour vous y inciter. Jouez sur vos penchants politiques partisans, quels qu'ils soient, pour vous entraîner dans ces luttes illusoires entre gauche et droite, en ignorer la réalité fondamentale de la politique étrangère et intérieure des États-Unis. Qui la contrôle réellement, et pourquoi. Ce qu'ils font et à quel point beaucoup de ces choses que chaque administration présidentielle propose au public sont irréalistes. Vous souvenez-vous de l'initiative « Reconstruire en mieux » du président Biden. La réponse à l'initiative chinoise, ceinture et route. Qu'en est-il advenu? Avant cela, c'était l'initiative, point bleu. Il faudrait que je vérifie ce point bleu. Peu importe, car cela ne s'est jamais concrétisé. Et maintenant, le président Trump a sa propre promesse creuse. Il propose aux Américains de les duper pour qu'ils continuent à soutenir la continuité du programme. Il vend la continuité du programme comme MAGA et l'Amérique d'abord. Et il ne tient aucune de ses promesses. Il vous dit que la frontière se porte mieux. Et si vous êtes un partisan de Trump, où trouvez-vous vos informations? Vous les trouvez dans des médias qui ne font que répéter tout ce que dit l'administration Trump. Avez-vous réellement vérifié de manière indépendante si la situation à la frontière s'est réellement améliorée? S'il n'y a plus de personnes entrant illégalement dans le pays? Le président Trump a-t-il seulement évoqué la raison pour laquelle des personnes entrent aux États-Unis? L'ingérence américaine dans toute l'Amérique latine, ou continue-t-il son ingérence dans toute l'Amérique latine, ce qui incite presque certainement davantage de personnes à fuir vers les États-Unis? Voici le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Un néoconservateur hors pair. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi les gens insistent sur le fait qu'il n'est pas un néoconservateur. C'est l'un des pires néoconservateurs en service et toujours en politiquement actif à Washington aujourd'hui. Voici ce qu'il vient de publier. C'est en haut de sa timeline sur X en ce moment. Augmentation de la prime de recherche jusqu'à 50 millions de dollars. Voici le président du Venezuela, et il l'accuse de complot de narcoterrorisme. Et ce n'est que la continuation du changement de régime au Venezuela, qui a duré depuis l'administration Bush Jr., les 8 années d'Obama, les 4 dernières années de l'administration Trump, les 4 années de l'administration Biden, et maintenant cela se poursuit sous l'administration Trump. Un gouvernement qui fait cela au Venezuela et en Amérique latine. Croyez-vous sincèrement qu'il soit capable ou qu'il souhaite, sous quelque forme que ce soit, la paix avec la Russie? Même s'il affirme ouvertement qu'il doit bloquer l'Ukraine pour pouvoir mener la même guerre contre la Chine en Asie-Pacifique.
La réponse est non. C'est une réalité fondamentale que les gens occultent pour satisfaire leur propre penchant politique favori, créé par l'Occident collectif des États-Unis et de l'Europe pour vous diviser, vous distraire et vous manipuler. Et voilà où nous en sommes actuellement. C'est ce que font les États-Unis. C'est ce qu'ils ont promis de faire. C'est ce qu'ils font ouvertement, indépendamment de la rhétorique qu'ils utilisent et de la façon dont les gens tentent de l'interpréter. Voilà où nous en sommes et où cela nous mène. Il est donc essentiel de garder cela à l'esprit et de surveiller de près ce que les Russes font ou ne font pas alors que les États-Unis tentent de faire avancer Minsk 3.0 comme prévu. Je suivrai la situation de près. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager. Consultez la description ci-dessous pour découvrir d'autres sources où vous pouvez trouver et suivre mon travail. Tous les liens référencés dans cette vidéo se trouvent dans la description ci-dessous, tout comme l'article, le lien vers l'article que je viens de lire et que je partage avec vous si vous n'aimez pas lire d'articles, si vous n'avez pas le temps ou si vous souhaitez des informations supplémentaires. La description de la vidéo décrit également comment vous pouvez soutenir mon travail. Je ne monétise aucun de mes réseaux sociaux. Des publicités apparaissent. N'hésitez pas à les ignorer. Elles ne m'aident en rien. Si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à le faire via « Offrez-moi un café » et via Patreon. Ces liens seront inclus dans la description de la vidéo ci-dessous. À tous ceux qui m'ont aidé, que ce soit par un don ponctuel, mensuel ou même si vous n'avez pas de ressources disponibles, ne vous excusez pas. Le simple fait de partager mon travail avec d'autres est également très apprécié. Tout cela contribue à rendre ce travail possible. Merci donc à tous ceux qui contribuent de leur mieux.